Ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Un mur de 15 mètres de haut est élevé tout le long des côtes du New Jersey. Il encercle complètement l'île de Manhattan. Tous les ponts et toutes les voies navigables sont minés. Le règlement est simple. Une fois qu'on y est entré, on n'en ressort plus. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film de John Carpenter. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. There ain't no countries anymore. You know what old Jack Burton always says at a time like this? Cool? Call me Snake. Bonne écoute. Okay, show me. Bienvenue au centre de sécurité de la force de police des États-Unis. Aujourd'hui, on parle de New York 1997 et Los Angeles 2013, tous deux réalisés par John Carpenter et tous deux sortis en 1981 et 1996 respectivement, avec dans le premier film Kurt Russell, Lee Van Cleef, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, Ernest Borgnine, Isaac Hayes, Donald Pleasance, Charles Cyphers et Tom Atkins. Et dans la suite de 96, on a Kurt Russell, Stacy Keach, Pam Grier, A.G. Langer, Steve Buscemi, George Caraface, Cliff Robertson, Michelle Forbes et Valeria Folino. Je suis Mathieu et, contrairement aux rumeurs, je ne suis pas mort. Alors, bienvenue dans cette rétrospective des films de John Carpenter que je trouve dans un désordre. Dans le fond, c'est évident qu'un jour, je vais tous les avoir couverts, mais c'est ça. En tant que tel, là, aujourd'hui, ben, on s'attarde sur deux films, dans le fond, qui est les deux seuls films que M. Carpenter a fait le premier film et il a réalisé là, sa suite. Ironiquement, on se ramasse en 1981 où ce que M. Carpenter va refuser là, de réaliser la suite de Halloween, disant que c'est un film là, qui est un peu c'est redondant, il n'y a pas quelque chose à dire, puis pourtant ben sa suite du film là, qu'il a fait en 1981, ben c'est tellement un copier-coller du film de 1981. Surtout dans le scénario, beaucoup d'idées, beaucoup de vraiment de petits détails que je me suis dit, ça sert à rien de faire deux podcasts sur ces deux films-là. Aussi bien juste les combiner. Un peu comme que j'ai fait l'autostoppeur l'année dernière avec Total Recall ou même Vrai Mensonge qui va être l'épisode là, du 5 ans du podcast. Puis même plus tard dans l'année, là, je devrais couvrir aussi le film là, de Dragon Rouge qui est comme le troisième film là, dans la franchise là, des Silences des Agneaux, mais je vais le faire avec le film original, là, Manhunter. Juste au départ là, de la franchise. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est des films que c'est plus simple de les combiner ensemble pour pouvoir faire un peu là, des comparatifs directs. Puis en utilisant les deux films là, de New York 97 et de 2013, ben, dans le fond, ça va être pas mal là, l'idée là, qu'on va passer au travers du film de 97, mais avec en parlant là, des nuances là, que le film de 2013 fait. Le film va être la deuxième et le deuxième film va être la cinquième et dernière fois à ce jour collaboration entre Monsieur le Charpentier et Kurt Russell. Donc c'est quelque chose là, qui vont comme un peu être élargi là, sur genre 17-18 ans là, de carrière. On est avant le film là, de L'effroyable chose qui allait sortir quelque chose comme 2 ans plus tard, en 1982, qui fait que bon c'est 1 an plus tard, mais la dernière fois que j'ai parlé de M. Carpenter, on a parlé là, de Invasion de Los Angeles avec Roddy Piper qui était en 1988. Mais il faut retourner beaucoup en arrière. C'est dans le fond, à partir du film d'Halloween, mettons, là, en 1978, il y avait réalisé le film là, le Meurtre au 43e étage, Someone's Watching Me. Puis un film là, de télé, là, Elvis. Il
Il avait fait The Fog et après ça, ben, c'est ça, il s'est ramassé là, au film de New York 97. Dans le fond, c'est un film qu'il avait écrit genre quelque chose comme en 72, 74. Puis dans le fond, puisqu'il n'était pas nécessairement connu à cette époque-là, bien sûr, l'idée était refusée. Puis, dans le fond, le studio qui travaillait pour, là, Avco, qui, eux autres venaient d'acquérir les droits là, pour un livre qui s'appelait The Philadelphia Experiment. Puis, dans le fond, ils voulaient faire ce film-là. Puis, Carpenter en a profité, là, puisqu'il commençait à avoir une renommée. Puis, dans le fond, avec Halloween et Le Brouillard, ça faisait quand même un peu un nom qui pouvait avoir apporté ses idées. Puis il est apporté avec ce film-là que finalement ça a porté fruit. Dans le fond, il venait de réaliser le film de Elvis, comme j'ai dit, en 1979. Et ce film-là, il mettait en vedette Kurt Russell en tant qu'Elvis. Ce film que j'ai pas vu encore, ironiquement, là, avec mon oncle qui a fait du Elvis pas mal toute sa vie. Le film a été un succès à l'époque, là, dans le fond, fait pour 6 millions de dollars et il a rapporté quelque chose comme 25 millions de dollars. Fait que, tu sais, à partir de 1985, on avait essayé là, de revoir encore notre duo là, de Carpenter et Kurt Russell qui voulait quand même faire une suite au film, là, à cause du succès. C'est sûr qu'il va avoir fait là, d'autres choses entre-temps. Il va avoir fait Big Trouble in Little China, les aventures de Jack Burton, si vous préférez en français. Bien sûr, il y avait l'effroyable chose quelques années avant, mais ça va prendre quand même dans le milieu là, des années 90, quand il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles, puis que dans le fond, ça lui donnait un peu une idée où partir pour faire Los Angeles 2013. Même une nouvelle collaboration là, avec pas l'ancienne femme, là, mais dans le fond, là, son ancienne blonde, qu'il avait travaillé dessus là, sur même Halloween là, originalement là, en 1977, là, Deborah Hill. Puis là, c'est ça. Dans le fond, tout a été un peu aligné là, pour faire un nouveau projet. Puis c'est ça, dans le fond, ils ont créé là, la suite qui, dans le fond, qui n'a pas eu le même succès. Dans le fond, qui a eu le même box-office que le film de 1981 de 25 millions, mais fait sur un budget de 50 millions. Fait que, dans le fond, c'est une totale bombe. Mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas de bonnes choses à dire aujourd'hui sur le film peut-être mal aimé là, de Los Angeles 2013. C'est dans le fond, là, on va en parler là, un peu tout le long. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait ou qu'est-ce qu'ils ont mal fait ou qu'est-ce qui aurait dû peut-être tourner à droite au lieu de tourner à gauche, ou plutôt tout le temps, à chaque fois que New York 97 tourne à gauche, Los Angeles 2013 tourne toujours à gauche, puis peut-être qu'il aurait dû tourner à droite. Fait qu'on va parler de ça pas mal tout aujourd'hui, là. Donc voici un synopsis combinant un peu les deux idées de films ensemble. Dans un futur alternatif, New York et Los Angeles sont des prisons. L'infâme Snake Plissken est forcé par le gouvernement de sauver le président à New York et la fille du président à Los Angeles, tout en naviguant dans ces paysages dystopiques. Fait que l'idée des films, là, c'est de qu'est-ce que le gouvernement qui est devenu extrémiste dans ce futur-là après une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient très autoritaire, c'est rendu plus une armée. Puis dans le fond, on va passer avec l'idée aussi que rendu le monde, c'est soit ils se conforment, c'est-tu des conformistes, ou qui peuvent penser peut-être par eux autres, ou qui sont dans le fond dignes là, de la prison. C'est un univers qui est très extrémiste. Là, dans le fond, là, ça peut arriver là, que si mettons tu peux aller en prison là, pour juste des niaiseries, mais tu vas rester en prison à vie. Tu vas littéralement être envoyé sur une île, puis tu vas t'enfermer là, tu peux pas ressortir de là. Là-dedans, on va avoir beaucoup là, de thèmes de tous les jeunes, dans le fond, là, sont chacun pour soi. C'est vraiment là, de la survie. Il n'y a pas vraiment là, d'amitié. C'est plus des collaborations qui sont faites, mais c'est vraiment là, personne vraiment là, a d'amitié avec d'autres personnes là, intimes. C'est vraiment un monde là, qui fait là, que tu peux vendre là, ta mère
univers, puis c'est ça qu'on veut essayer d'établir dans le film. Il y a peut-être juste 2 personnages là, dans tous les 2 films qui vont être choqués là, par la mort de l'autre. Là. C'est le personnage là, de Brains et de Maggie qui sont un couple sans trop démontrer qu'ils sont un couple, mais dans le fond, ils sont là-dedans ensemble, puis quand un meurt, ben l'autre ne sert plus à rien, puis c'est juste démontré. Mais à part de ça, dans les 2 univers, on a vraiment du monde là, qui sont chacun pour soi, puis quand même que la personne à côté d'eux qui va avoir vécu des années avec, ben ça lui fera pas grand-chose s'ils quittent ce monde, puisque la trahison les guette à tout coin de rue n'importe quand. Là. Fait que c'est pas mal une balle qu'on nous apporte là. Fait que moi, dans le fond, j'ai vu ces films-là à l'envers. Je dirais que quand le film là, de Los Angeles a passé là, à super écran en 1997, je me dis tout le temps, le maudit super écran, c'est ça que dans le fond, j'ai vu beaucoup de films là, du très bas âge là, jusqu'à à peu près mes 20 ans. J'ai vu Los Angeles en quelque chose comme en 97 là, quand il passait. Puis je suis retourné en arrière pour voir là, le film de 81 là, à la suite là, du film de 96. Fait que c'est peut-être que aussi je vais avoir peut-être un petit côté nostalgique sur le film de Los Angeles. Mais par la suite, c'est des films que j'ai revisités quelques fois. Peut-être 7-8 fois là, chacun. Là, c'est pas des films là, que j'ai tourné en boucle là, énormément. Mais je pourrais dire que j'ai vu pas mal chaque version du film là, similairement là, le même nombre de fois. Je dirais qu'il y a un certain bout où ce que j'ai en guillemets compris que le film de New York était peut-être un film supérieur, mais je m'étais tourné un peu contre le film de Los Angeles. Entre-temps, ben, j'ai comme un peu compris un peu aussi ce qu'on s'en allait avec le film de Los Angeles, puis je vais peut-être un peu le défendre, le film aujourd'hui aussi, que dans le fond, là, les gens là, arrivent à attaquer beaucoup le film de Los Angeles, mais je vais quand même essayer là, d'apporter là, des affaires un peu là, pour regarder est-ce qu'on a fait des bons choix, est-ce qu'on a amélioré le film, puis tout ça, fait que ça va être pas mal ça la discussion d'aujourd'hui. Fait que les 2 films commencent avec le générique, puis dans le fond, là, la musique là, interprétée là, par John Carpenter et son associé du film. Le film original, on a l'associé là, Alan Howarth qui a fait beaucoup de collaborations là, avec Monsieur Carpenter au courant des années. J'en ai parlé quand j'ai parlé de The Thing. Il en fait sur Christine, sur le même film, la même collaboration là, sur un film là, qui est sorti la même année, comme j'ai parlé tantôt, Halloween 2. Puis c'est sûr que comme beaucoup de films de Carpenter, ben, la trame sonore est très importante au film. Ça l'embarque vraiment toute l'ambiance. C'est pour que Los Angeles, la trame sonore est pas autant imposante, mais c'est vraiment totalement différent là, la trame sonore là, du film original. Je suis un petit peu moins familier avec la trame originale, mais à chaque fois que j'écoute le film, je le redécouvre. Puis c'est une trame sonore qui est vraiment solide. Puis je trouve ça dommage que je ne l'ai pas écouté tant que ça. En l'écoutant le film, je veux dire, je l'ai réécouté par la suite. Puis il y a vraiment des bouts. C'est sûr que des fois, le côté sonore, il est quand même assez étrange. Des fois, il clash. On dirait qu'il est comme un petit peu mal mixé, point de vue sonore avec le film. Mais à part de ça, c'est une trame sonore qui est solide, là, comme pas mal de toutes les trames sonores là, de M. Carpenter. La deuxième trame sonore, qui est une collaboration avec Shirley Walker, qu'elle faisait là, les trames sonores là, de Batman, là, la série animée là, des années 90. Puis elle a fait plusieurs affaires, je pense que j'en ai parlé au podcast, mais je suis pas capable d'en mettre le doigt là, sur qu'est-ce qu'elle a collaboré avec, ou plutôt qu'est-ce qu'elle avait travaillé dessus là. D'après ce que je peux comprendre, c'est la seule et unique collaboration avec M. Carpenter. Mais c'est une trame sonore que j'aime aussi. J'aime le côté country un peu. Je suis vraiment pas un fan de country, mais dans le film en tant que tel, peut-être que le film de 2013 est un petit peu plus un country. On a un genre de duel un peu plus tard.
des affaires dans même qui fait un petit peu plus western. Fait que, puis Snake avec son trench, ça fait quand même western un peu plus, mais j'aime beaucoup la trame. C'est la trame qui m'a comme un peu gardé aussi tout le temps dans l'ambiance du film de Los Angeles, que je veux dire, dans le fond, ça me tournait beaucoup dans la tête. Fait que j'aime beaucoup les thèmes qui ont été composés là, par Madame Walker. D'après ce que je peux voir là, sur la trame sonore, je possède les deux trames sonores, puis dans le fond, ils sont quand même assez là, démarqués, là, chaque qu'est-ce que Shirley Walker a contribué, puis Monsieur Carpenter, puis il y a quand même beaucoup d'affaires là, que Madame Walker a contribué, puis ces chansons là, dans le fond qu'elle a fait, c'est quand même assez solide autant là, que qu'est-ce que Monsieur Carpenter a apporté. Donc, les deux films, à partir de là, ils nous mettent tout de suite en situation, là, ils nous expliquent un peu là, qu'est-ce que l'univers est devenu. Dans le fond, pour mettre ça en clair, on a New York qui est devenu une prison. Là, toute l'île de Manhattan est une prison maintenant. Puis la même chose là, pour l'île de Los Angeles suite à des tremblements de terre. Puis dans le fond, ça a été naturellement coupé du monde. Puis ça, dans le fond, il y a un narrateur qui est par-dessus, qui s'appelle Kathleen Blancard, qui est dans le fond, c'est la seule affaire qui est comme crédit là, sur son IMDb. Dans le fond, c'est la seule affaire qu'on dit qu'elle a fait. Donc, il fait que quand même la voix sonne vraiment comme Jamie Lee Curtis. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vraiment une autre actrice ou c'est Jamie Lee Curtis? Il n'y a rien qui prouve, je veux dire, il n'y a pas de source officielle qui est sortie là-dessus. Mais c'est juste que la voix, elle sonne clairement comme Jamie Lee Curtis. C'est juste que je me dis, en 1981, ça pourrait arriver, tu sais, ils venaient de faire Le Brouillard ensemble avec John Carpenter. Mais, tu sais, est-ce que en 1996 ou 95, est-ce que, dans le fond, là, ils se fréquentaient un peu, puis, tu sais, dans le fond, que Carpenter était capable d'appeler Jamie Lee Curtis pour y demander un caméo, parce que Madame Curtis, tu sais, elle venait de faire Vrai Mensonge avec Arnold Schwarzenegger. Tu sais, dans le fond, elle était peut-être dans un autre monde, mais en tout cas, c'est sûr que dans le fond, ils se sont revus un peu là, dans ces temps-là aussi, pour commencer à parler là, de faire H2O à l'époque. Finalement, M. Carpenter a lâché le projet là, pour H2O, mais fait que c'est une possibilité que dans le fond elle aurait apparu là, aussi là, comme narratrice là, du film de Los Angeles, mais il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment ça là. On voit quand même là, les deux montages en début de film là, pour nous montrer là, qu'est-ce qui se passe avec la ville appropriée là, au film. Ben, tu sais, en général, on a New York qui nous montre un peu là, qu'est-ce qui s'est passé en général, mais quand on regarde Los Angeles, c'est comme un petit peu plus extrémiste. Là, dans le fond, on a juste un peu craqué un peu le visuel, puis genre tout est un peu plus gros, mais c'est essentiellement c'est tout le temps la même affaire. C'est ça qui va être un peu le problème là, sur tout le film, là, ça va être souvent la même affaire, mais juste un petit peu avec un cran de plus. T'as 100% à New York, puis t'as 110% à Los Angeles. Puis ça risque là, d'être quelque chose là, que je vois souvent répéter un peu pendant le podcast, puis je m'en excuse déjà de sonner comme un disque brisé. Là, dans le film original, dans le fond, Snake est arrêté là, suite à la situation, dans le fond, là, qu'on va essayer d'apporter là, Snake dans une situation dans New York, ben, c'est le Air Force One qui est attaqué là, par un groupe extrémiste. Puis on a un caméo là, de Nancy Stevens qui avait joué là, dans les deux premiers Halloween, que elle, ben, elle va prendre le contrôle de l'avion du Air Force One, puis dans le fond l'avion va crasher, et le président qui est joué par encore un autre acteur qui a collaboré quelquefois là, avec M. Carpenter, Donald Pleasance, qui fait le président américain, mais pourtant lui il est anglais. Dans le fond, tu sais, M. Pleasance avait essayé là, de faire une juste apporter là, l'idée là, que puisqu'on est dans un futur, ben que il y avait une alliance avec les Anglais, et que finalement, ben, dans, peu importe où ce que tu es né là, dans le fond tu pouvais être américain, ben président américain quand même là, en tout cas. Puis finalement, ben, on va avoir tout laissé tomber ça là, pour le film, mais c'est un peu une idée là, qu'on peut apporter là, mais ils ont préféré laisser ça de même.
Puis c'est ça, dans le fond, lui va être forcé là, de prendre un pod, pas un podcast, là, mais juste une navette, là, puis se sauver là, de l'Air Force One, et il va tomber dans New York. Puis dans le fond, on va avoir la sécurité, le Liberty Island Security Control, que finalement, il va se rendre compte de ça, fait qu'ils vont essayer de se rendre sur l'île et qui vont être reçus par peut-être le bras droit qu'on pourrait appeler là, Romero, qui est le bras droit là, du Duke, que lui, dans le fond, c'est le grand chef là, des méchants, là, ou de toute la pas la contrebande, mais dans le fond, là, je sais pas, le chef criminel là, de l'endroit, là, Duke. Fait que c'est ça, dans le fond, il est reçu par Romero, qui est clairement un clin d'œil là, à George Romero, que dans le fond, des fois, il y a des références entre les deux films, là, entre les deux réalisateurs, ça arrive quand même assez souvent, puis en tout cas, je ne commencerai pas à tout énumérer ça, mais il y a quand même des clins d'œil souvent. Mais Romero va pas avoir là, de demander de rançon à rien du tout. Il n'y aura pas de demande. Dans le fond, ils savent qu'ils ont le président. Ils vont avoir coupé un doigt du président et vont lui dire si maintenant vous ne partez pas là, d'ici 30 secondes, on va le tuer. Fait que eux autres vont partir assez rapide. Ça, c'est pour New York. Et ça va être un peu similaire dans le côté de Los Angeles. Ça va être la fille du président. Que elle va supposément là, que elle est pas d'accord avec le point de vue de son père. Puis dans le fond, elle tombe en amour par un genre de logiciel 3D avec le chef criminel, là, je pense que c'est ça le terme que j'ai utilisé tantôt, le chef criminel, là, je vais essayer de me l'écrire pour mieux le dire. Parce que lui, dans le fond, il a réussi à infiltrer son logiciel 3D, puis finalement, elle va être sur le Air Force 3 de l'époque, puis que elle va se sauver à Los Angeles. Mais tu sais, à quelque part, c'est ça, tu sais, pas vraiment là, au courant. Là, il va très naïvement là, sur l'île de Los Angeles. Et dans les deux cas, c'est ça, elle, dans le fond, elle va avoir parti avec la boîte noire qui a comme un genre de manette que le président, lui, va utiliser pour pouvoir régler les hostilités avec Cuba et le Mexique. Elle va se sauver avec ça. Puis tandis que le président de New York, lui, il a une valise avec un enregistrement qu'il voulait apporter là, à un genre de sommet là, de réunion là, de plusieurs pays là, pour aider en paix, des affaires de même. Là. Donc, la mission à Snake n'est pas nécessairement de récupérer les personnes, c'est surtout de récupérer là, l'objet dans le fond là, pour... les deux vont ensemble techniquement, là, mais dans le fond, on veut pas ramener la fille du président parce qu'elle a choisi son chemin. Puis c'est ça, c'est important là, de ramener là, la boîte noire. C'est comme extrémiste complètement. Là, c'est comme dans le fond, là, le président, là, il s'en fout de sa fille. Même à la fin, là, il va être prêt là, à l'exécuter. C'est complètement ridicule, mais c'est ça. À quelque part, là, on est dans un monde là, démesuré. Fait que, on arrive au point où Snake, qui est joué là, par Kurt Russell, qui est arrêté. Par les films, on ne sait pas pourquoi. Il est juste arrêté, puis dans le fond, il est là pour être envoyé là, à l'île en question, que ce soit New York ou que ce soit Los Angeles. Il y avait un bout qui avait été filmé pour le film original qui devait avoir un vol de banque, puis c'est pour ça, dans le fond, qu'il se ramasse là, à New York. Mais c'est ça, dans le fond, on ne sait pas pourquoi là, qu'il se ramasse à Los Angeles. Probablement aussi qu'ils ont réussi à l'attraper après New York éventuellement. Il y a un comique là, qui a été fait là, qui se déroule là, à partir là, de l'histoire de New York, qui commence carrément là, quand le président là, donne son discours à la toute fin, là, puis après ça, dans le fond, il réussit à se sauver de là. Fait que c'est sûr que par la suite, il est toujours poursuivi là, jusqu'à au moins là, 2013, là, le temps qu'il ramasse là, pour l'amener à Los Angeles. Le
rôle de Snake Plissken, dans le fond, on avait essayé d'avoir Tommy Lee Jones, Nick Nolte, Jeff Bridges, puis même on avait pensé là, à Chris Christopherson pour le rôle, mais c'est ça, en bout de ligne, ben on est arrivé là, à Kurt Russell. Dans la version de New York, là, c'est quand même le fun là, dans ces scènes-là. On a beaucoup de caméos là, dans le fond on a Tom Atkins qui dans le fond là, qui va collaborer là, de peut-être un petit peu plus de loin là, avec Halloween 3 qui va faire le rôle là, de Raimi qui est dans le fond le nom c'est le président là, de Paramount, je pense. Puis dans le fond, il a juste collé le nom. Mais c'est comme l'associé au monsieur, le commissionnaire Hawk, que lui, ça va peut-être être comme le côté là, qui va représenter, là, dans le fond, le côté là, qu'on va essayer là, de quasiment stalker un Snake. Ben, quasiment, c'est pas mal ça, dans le fond. On va le forcer à aller chercher là, qu'est-ce qu'ils ont besoin là, sur l'île en question. Hawk qui est joué là, par Lee Van Cleef que vous avez peut-être vu là, si vous avez vu là, le bon, le méchant, le truand. Je trouve que dans le fond, lui, il va avoir une présence immense dans le fond, là, dans le film. Il ne va pas éclipser là, le personnage de Snake, mais quand on voit le côté là, de contrôle là, à Liberty Island, en passant Liberty Island là, qui est l'île où il y a la statue de la liberté, ben, c'est le seul plan en ouvrant le film là, qu'on voit la statue, ben, c'est la seule fois qu'on a filmé là, mais c'était le premier film qui a réussi à filmer là. Je reviens à Hawk, c'est ça, le personnage, je trouve qu'on l'a bien choisi, je trouve qu'il y a quand même une présence d'écran, je veux dire, puis une sévérité qui dégage, puis tu sais, je trouve que pour faire face à Snake, puis que finalement on n'aura jamais comme de confrontation entre les deux personnages, je dirais que je suis assez comme surpris un peu, je sais pas si ça tombe un peu à plat sur ça. Peut-être qu'on pouvait s'attendre à quelque chose, peut-être une suite à ça là, dans un 2 qui aurait sorti quelque chose comme en 1984, là, peut-être 3 ans plus tard. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, je pense que cette dualité-là, c'est pas mal le côté, le noyau du film. Puis même dans le fond, le personnage de Hawk là, qui est remplacé là, dans la suite par le commandeur Malloy qui est joué là, par Stacy Keach. Je trouve aussi que c'est quand même assez solide aussi. Je veux dire, c'est pas mal assez égal. Je pense qu'on a trouvé quelque chose d'un peu différent aussi là, avec Stacy Keach. Je trouve que Stacy Keach, même si Snake à quelques reprises va essayer là, de le tuer avec soit des balles à blanc ou finalement se rendre compte que c'est des hologrammes, parce qu'on va jouer beaucoup avec des hologrammes là, dans la suite. Je sens qu'il y a un petit peu plus de raisonnement, puis il va frôler un petit peu plus peut-être le côté là, de peut-être se ramasser contre le président. En tout cas, il va apporter des idées là, que le président, des fois, il va un petit peu trop loin. Dans la suite, bien sûr, Malloy, lui, dans le fond, il est assisté là, par un personnage là, qui s'appelle Brazen, mais que je ne l'ai jamais noté là, comme nom, là, je ne l'ai pas entendu, mais qui est joué par Michelle Forbes, que j'ai parlé en début d'année là, en parlant là, de Star Trek Picard, puis que bien sûr à cette époque-là, je la connaissais là, pour Star Trek The Next Generation, puis que dans le fond, qui avait lâché Star Trek pour une carrière là, de film. Mais dans chaque version, je me dis, est-ce qu'on a trop de personnages? Dans le fond, est-ce qu'on aurait pu juste limiter ça à Hawk? Charles Cyphers qui est là-dedans, qui fait le secrétaire d'État, puis il y a Tom Atkins aussi qui est là, puis il est comme plus là au début du film, puis après ça il disparaît là, pour le restant du film, puis tandis que dans la suite là, ben c'est ça, on a tout le temps le duo, puis on a le président aussi qui est là. Il y a trop de monde là-dedans, c'est juste que c'est vraiment dirigé là, par le commandant Malloy et par Hawk
dans le film de 81. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, c'est, je pense que des fois, on aurait peut-être pu en couper, mais c'est parce qu'à quelque part, juste comme les caméos, je trouve que ça l'embourbe un peu. C'est comme, on sait, ben, moi, de mon point de vue, je me dis, je connais tout le monde alentour aussi. Fait que peut-être aussi, ça donne un peu d'importance sans donner d'importance. Tu sais, ils sont juste là. Ça donne l'impression qu'il y a plus de monde qu'il y a, parce qu'en bout de ligne, là, je pense qu'il n'y a pas un plan là, dans surtout le film de 1981, qu'il y a plus que 3 personnes qui filment en même temps. Là. Je blague un peu, là, mais il n'y a pas grand monde. Là, on voit qu'il n'y a pas grand budget, puis que c'est vraiment limité. Là. On sert souvent là, des plans de caméra pour essayer de faire une illusion qu'il y a plus de monde. Puis c'est ça l'affaire du petit budget. Puis je vais l'apporter un peu aussi, là, l'idée du petit budget, que le film là, de les deux films, John Carpenter, c'est un maître d'utiliser le petit budget. C'est ça qui est à l'aise avec, c'est ça qui le fait créatif tout le temps pour créer son univers. C'est ce qui fait, c'est un film de John Carpenter, c'est ça qui réussit tout le temps à se servir des choses qu'on pourrait techniquement dire de point de vue comptable que c'est cheap, que c'est pas cher, tant mieux, mais il sait tellement comment se servir de tout que dans le fond l'univers a de l'air tout plus riche parce qu'il sait se servir de peu d'argent. Il va se servir d'une pièce, mais dans le fond avec cette pièce là elle va avoir l'air de 10 pièces. C'est vraiment, il est vraiment un maître dans l'art là, pour ces choses là. Puis c'est quand même la même chose un peu pour la suite de Los Angeles. C'est toujours un peu de travailler avec des petits budgets qui va essayer de faire plus, sauf que malheureusement là, dans la suite de 1996, le problème c'est que c'est l'équipe là, de CGI qui vont le laisser tomber, que dans le fond là, il va mettre une pièce puis il fera pas 10 pièces comme avec le film de 81. Il va peut-être en avoir pour à peu près une pièce et demie là, surtout sur le CGI là. C'est ça un petit peu le côté là, qui va être un peu là, reproché au film là, de Los Angeles 2013. C'est beaucoup les effets visuels là, qui vont souvent être ratés, puis que peut-être qu'il aurait dû essayer là, de faire des c'est peut-être à revenir à l'ancienne, mais en même temps, l'ambition du film de 2013, c'est bien sûr, c'est une suite, fait qu'on va essayer d'en faire plus. Puis le problème, c'est que quand tu vas en faire plus, mais que tu as moins de budget, puis que les deux rentrent un peu en conflit. Fait que ça va être pas mal ça un peu là, ma synthèse là, sur les effets visuels là, du deuxième film. Fait qu'il faut comme un peu regarder puis oublier ça un peu malheureusement. Faut regarder le film en tant que tel, qu'est-ce qui est comme produit fini, qu'est-ce qu'on a voulu faire. Puis c'est ça, essayer de pas regarder là, les effets visuels là, que des fois là, ça jure à l'écran, là, ça fait mal. Mais en parlant d'effets visuels, juste dans le film de 1981, quand vous voyez New York, dans le fond, là, qui est un dessin peint, c'est fait par monsieur James Cameron, que bien sûr, au podcast, ça fait partie là, comme le début du podcast, là, dans le fond, quand j'ai découvert le film de 1984 de Terminator, ou bien sûr, en ce moment, il est connu là, pour Avatar, fait que c'est lui qui a contribué là, des effets pour le film. Puis je dois le dire, malheureusement, il était pas là pour la suite. Alors, dans les deux scénarios, c'est ça que je disais, Snake va être estorqué pour se faire convaincre là, qu'il doit se rendre sur l'île appropriée puis récupérer la chose pour le gouvernement américain, parce que sinon, il va mourir. Puis là, la manière qu'ils font ça, c'est qu'ils vont l'implanter quelque chose, puis ils vont dire, si t'es pas revenu pour tel temps, c'est fini pour toi. Dans la version de New York, c'est ça, ils vont y implanter là, 2 genres de petites capsules dans ses par le cou, puis que finalement après genre un 24 heures ça va sauter, puis dans le fond il va mourir de ça. Puis dans le deuxième il va être implanté un virus qui va le tuer là, dans la moitié moins de temps. Dans le fond il y a 24 heures dans le premier film, puis il y a quelque chose comme 12 heures là, dans le deuxième film. Il faut y aller un petit peu plus vite.
Puis même avant qu'on dise dans la suite, ben c'est peut-être la seule et unique affaire qu'on va avoir tourné à droite quand le premier film a tourné à gauche. Ben, initialement, ben on avait pensé faire dans le film original que les implants, dans le fond, là, c'était du bidon. Dans le fond, là, c'est qu'il l'avait pas. Puis finalement, ben, on a apporté ça là, dans sa suite, là, que finalement, ben, ça va apporter juste un flux, mais quelque part, ben, c'est ça l'affaire, là, c'est juste essayer là, de trouver une manière là, d'apporter notre personnage, puis que, dans le fond, qu'ils prennent pas le véhicule qu'il y a pour se rendre sur l'île, ben, que finalement, ben, il essaie pas de se sauver avec, qu'il a comme pas le choix là, de faire la mission. Puis, en même temps, ben, ils vont vraiment le maltraiter à quelque part. Là, je veux dire, ils vont pas lui donner de chance. À quelque part, ils vont toujours pousser. C'est sûr que le personnage de Snake aussi va toujours essayer de faire là, des sorties. Puis, dans le fond, ça sera pas long. Il sera pas vraiment. Ça sera pas long qu'il va se dire bon, ben, le président, il est mort. Fait que, dans le fond, là, pouvez-vous me sortir du site? Puis, dans le fond, ils vont continuer quand même à taper sur le clou. Garde, continuer à les rechercher. Puis, là, dans le fond, on veut la valise. Puis, tout ça, c'est dans le film de New York. Puis ça, dans le fond, là, quand j'ai parlé des thématiques, là, j'ai pas parlé là, de développement de personnages. Peut-être quelque chose que je vais trouver un petit peu plate dans le film, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui va vraiment grandir. Tous les personnages sont qui sont. Il n'y a pas d'évolution à rien. Il n'y a pas d'une confiance qui est faite entre Hawk ou Malloy et Snake. Il n'y a pas de lien, puis un peu de confiance. C'est toujours un peu la méfiance qui est fait dans le film. Puis même les personnages que Snake va rencontrer, ils ont jamais le temps là, de réussir à créer un lien. Mais il y a peut-être le personnage de Eddie qu'une fois que Snake va être rendu sur l'île, qui va peut-être avoir un petit revirement. Mais même là, est-ce que c'est juste comme quasiment un hasard que peut-être qu'il a misé sur le côté à Snake pour essayer là, de pouvoir sortir de l'île. Mais c'est ça à quelque part là, l'évolution de personnage là, c'est quelque chose là, qui va être pas mal là, inconnu là, au film là. Puis on pourrait peut-être même dire là, qu'on a mis ça sur une île à part carrément là, cette idée là. Si vous aviez l'idée de faire effectuer à votre appareil un virage de 180 degrés pour aller vous réfugier au Canada... Qu'est-ce que vous m'avez fait, espèce d'enfoiré? C'est une idée à moi, Plisken. De minuscules capsules ont été logées dans vos artères. Elles commencent à se dissoudre lentement. Dans 22 heures, la dissolution sera complètement achevée. À l'instant même où elles exploseront, elles feront péter du même coup vos deux artères. Nous neutraliserons les charges si vous nous ramenez le président. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un peu de retard? C'est la mort de la conférence au sommet et c'est la mort de Snake Plissken. Fait que Snake est envoyé sur l'île, tout dépendant. New York, il va y aller là c'est pas un avion là, dans le fond là, c'est un planeur je pense. En tout cas c'est parce que on va l'utiliser Snake parce que il a les habiletés pour le faire, puis dans le fond ils ont très peu de temps. Puis que, ben c'est ça, il est capable là, de piloter ça parce qu'il avait fait ça à la guerre. Dans le script original, là, dans le fond, si vous avez accès là, à la version, là, la novélisation que j'ai pas lu puis j'ai pas écouté, là, j'imagine que ça doit se trouver sur YouTube. J'ai pas pu faire la recherche. Là, dans le fond, c'est toujours le choix. Est-ce que je m'implique sur un film à écouter la novélisation puis des affaires de même, ou j'investis mon temps là, pour écouter le deuxième film là, ben, dans ce cas-là particulier, ben, j'ai fait ça, investir sur la suite. Mais ça a l'air que aussi, ben, on découvrait l'œil de pirate, là, dans le fond, la patch qu'il y a sur l'œil, ben, que dans le fond c'est un instant à la guerre, c'est comme ça qu'il a perdu son œil, genre son casque a brisé, puis en tout cas il a reçu quelque chose en l'œil, puis c'est pour ça que dans le fond il porte une patch. Mais tu sais, honnêtement là, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, ou que j'ai rêvé à ça, ou c'est peut-être là, dans un autre film que j'ai vu ça, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un œil de même, puis qu'une fois de temps en temps il regarde avec son œil, tu sais, puis j'aurais vu ça quasiment là, dans la suite, que des fois
il arrive puis il fait croire que son œil est encore là. Mais en tout cas, c'est sûr que techniquement là, la novélisation n'est pas canon, fait que il a pas techniquement perdu son œil, on ne sait pas. Mais c'est ça, dans le fond, l'histoire là, de son œil, c'est ça qu'il serait là, le plus officiellement possible, ben, c'est à cause là, de cette affaire-là à la guerre. Fait que c'est ça, c'est en planeur qui va se rendre à New York. Puis à Los Angeles, ben, comme des fois je dis, on parle de je dis qu'à New York il tourne à gauche et Los Angeles tourne aussi à gauche. Mais dans le fond, c'est New York, on va par en haut et l'autre on va par le bas. On prend un sous-marin pour se rendre rapidement là, à Los Angeles. On passe dans le fond là, sur les décombres là, de Universal Studios puis toutes sortes d'affaires. C'est sûr qu'en tout cas, j'ai pas besoin de mentionner là, que les effets visuels là, sont pas très très réussis, mais faut quand même se replacer en 1996. On n'avait même pas l'épisode 1 qui était sorti à l'époque. Même dans les grosses productions, on n'avait pas grand chose encore formé sur le CGI. Puis même ceux-là qui ont comme de l'argent pour comme les éditions spéciales de Star Wars, ben c'est peut-être cette année-là ou l'année suivante où justement on allait les rééditer pour le cinéma. Puis comme vous savez, ben dans le fond, là, c'est guère mieux là, que qu'est-ce qu'on voit là, dans le film aujourd'hui. C'est juste que c'est quand même assez imposant parce que c'est le film, puis dans le fond, tandis que Star Wars c'est une réédition, mais là c'est ça, c'est comme les visuels qu'on essaie d'apporter. C'est correct, je veux dire, ça se voyait quand même des fois à cause de la grosse écran qu'on a. On voit plus les détails, mais ça se voyait quand même là, sur les plus petits télé qu'on avait à l'époque, mais en tout cas c'est l'air du temps, puis c'est ça à quelque part, c'est ce que c'est. Fait que c'est pas mal là où je vais couper ça là, le côté visuel là, de Los Angeles, mais c'est ça, fait qu'il va se rendre là, à l'île, puis même on a un caméo là, de Jaws là, quand il se fait pendant qu'il est en train de se promener en sous-marin. Dans les deux versions, on a Snake qui se fait dire ralentis, tu vas faire un accident, puis dans les deux versions, Snake va dire non, je vais à ma façon, c'est pas vous autres là, qui fait la course contre la montre. Juste par logique, il est comme sur le point à chaque coup là, de se tuer, puis dans le fond s'il se blessait grave, que chaque film va finir aussi là, qui est blessé déjà, puis ça le ralentit, veut pas. Déjà commencer avec une prise qui pourrait déjà être blessée, me semble que t'essaies de quand même peut-être pas forcer la note, mais je pense que c'est ça qu'on veut montrer avec Snake aussi, que dans le fond il n'y a pas d'ordre de personne, peut-être un côté orgueilleux, que ça aurait été peut-être le fun qu'il y ait aussi un côté là, qui apprennent un peu quelque chose. C'est ça que je reviens un peu avec l'idée là, qu'il n'y a pas d'évolution du personnage, puis que dans le fond ça marche tout le temps à sa manière, mais c'est ça, à quelque part c'est comme à quelque part il aurait pu avoir quelque chose là-dessus. Fait que éventuellement c'est ça, il se ramasse sur le World Trade Center à New York, puis dans le fond il va laisser là, son planeur là. Éventuellement il va y avoir des gens qui vont se ramasser sur le toit puis qui vont le tirer en bas, fait qu'il va perdre ce moyen là, de retour pour revenir, mais il va régler ça rapidement là, dans Los Angeles. Aussitôt qu'il va arriver sur la plage, mais dans le fond il va être comme sur une plateforme, puis que la plateforme va lâcher, puis le sous-marin il va le perdre. Fait qu'en tout cas, c'est une manière pour dire qu'il va devoir trouver un autre moyen là, de retour. Puis on a réglé ça plus rapidement là, à New York. C'est correct, honnêtement, là, peu importe la version. On va se servir plus de ça là, dans la version New York pour comme la trahison là, de Brains et de Maggie, qu'eux autres vont utiliser le planeur pour revenir. Je sais pas s'ils pouvaient rentrer 3 à bord. Il y a Snake, puis on peut supposer que le président pouvait rentrer dessus ou dedans, mais il était fait pour 3 personnes. Ça, c'est autre chose.
Mais dans les deux cas, c'est vraiment pour établir là, le fait de retour qu'on reviendra pas de la manière qu'ils sont arrivés. Puis c'est correct à quelque part, tu sais, ça serait. On peut partir dans toutes les directions là, avec ça. Fait que. Il va partir de là à New York. Il va rencontrer là, un genre d'itinérant là, qui est joué là, par Peter Fonda, qui va revenir un peu plus tard dans le film. Puis, dans le fond, on va découvrir un petit peu l'île qui sont dessus, voir comment que je pense que c'est mieux représenté honnêtement là, dans le côté de New York que c'est pas à New York qu'ils ont filmé là, ils ont juste filmé là, la statue puis c'est tout. Sinon ça a été filmé à Saint-Louis là, dans l'état là, de Illinois là, en tout cas en Illinois je connais pas trop là, ma carte américaine. Puis dans le fond c'est ça parce qu'il n'y avait pas d'argent pour filmer à New York tout simplement. Fait que c'est cet endroit-là. Mais c'est ça, pour voir un peu qu'est-ce que ça avait de l'air, qu'est-ce que ça a l'air, comme tout un peu le monde détruit, comment que dans le fond les criminels ont comme tout pris le contrôle. Dans le fond c'est juste des criminels qui vivent là, ils sont rentrés là sur l'île pour une raison X, sont condamnés jusqu'à la fin de leur jour. En revenant juste au début du film, j'aime quand même l'idée qu'elles sont condamnées à aller sur l'île. Il y a l'ordinateur là, sur place qui dit que si maintenant vous voulez pas passer le restant de votre jour sur l'île, les deux versions le font. C'est juste que dans la version de New York, on le voit où il y a des gens qui sont comme alignés. Il y a 2-3 personnes qui sont là puis ils se font électrocuter sur place. Tandis que dans New York, on le voit pas. Mais je veux dire, c'est complètement ridicule encore pour aller avec l'idée là, de l'extrémiste. Dans la version New York, évidemment, il va tomber sur une itinérante, puis on va voir là, qu'il y a des genres de rôdeurs, puis ça vient comme un film là, de zombies là, dans ce coin-là. Ça sort de partout, dans le fond. Là, c'est comme ça a comme pas rapport, là, dans le fond. Là, c'est juste comme tous des criminels qui sortent des égouts, puis en tout cas, je trouve juste ça bizarre, là, cette partie de film-là. C'est juste un peu pour avoir de l'action, mais en même temps, ils sont pas vraiment après Snake, ils sont juste comme en train là, de sortir puis faire des ravages, puis dans le fond on a comme un allié sur place pour essayer de montrer comme la renommée de Snake, puis on revient tout le temps avec je pensais que t'étais mort, puis on fait pareil là, dans la suite où on a l'itinérant, la fille, on a pas mal un peu la même affaire, c'est juste que la fille dans le film original là, elle se fait je sais pas, c'est vraiment comme dans un film de zombies où ce que genre les revenants, eux autres là, ils brisent le plancher puis après ça ils l'amènent sous la maison, puis qu'est-ce qu'ils font avec, est-ce qu'elle va mourir à partir de là, on ne sait pas tout à fait là, elle fait juste comme rentrer dans le sol, puis parce que ça me fait penser à un film de zombies, je me dis ils vont la manger dans le sous-sol puis tout ça, puis dans le fond elle va revenir en revenant, quelque chose de même. Mais c'est ça, ça a comme pas de but là, c'est tout simplement, c'est juste comme pour montrer que ces gens-là sont dangereux, puis en tout cas c'est vraiment étrange, c'est une scène qui sort comme un peu de nulle part, puis c'est peut-être le bout du film que j'aime le moins, parce que ça a comme à rien, ça finit bizarre, c'est comme on dirait que c'est collé là pour qu'il y ait Snake qu'on voit un peu là, qu'il est badass un peu, puis il va tirer un peu là, avec son canon qu'il a, puis tout ça, puis ça comme pas vraiment de but d'être, c'est juste vraiment collé pour qu'il y ait un peu d'action tout simplement. Quand il arrive à Los Angeles, ça sera pas long où ce qui va se promener dans les rues, on voit un peu qu'il y a un peu plus de monde, il y a un plus gros budget. Relatif. Donc, il va se promener dans les rues, puis dans le fond, il y a des gens là, qui vont chercher le trouble, puis dans le fond, là, il va être un petit peu plus fonce dans le tas là, dans la version 2013. Puis même peut-être pour dire que dans la version 2013, il est plus super-héros. Il est plus fait n'importe quoi, puis finalement, ça c'est juste complètement extrême ce
qu'il fait, puis dans le fond, il va sortir de la situation. C'est vraiment comme il est comme ça, il est construit de même là, dans la version de 2013. Dans la version de 97, peut-être un petit peu plus de gars ordinaire, un petit peu moins crinqué, puis plus humain. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que j'aime mieux la version 2013 malgré tout. Là, dans le fond, qui est un petit peu plus sûr de lui-même. Tu sais, il marche bien là, dans la version là, de 2013. Peut-être que j'ai le côté préférentiel à cause que c'est la version que j'ai vue en premier. Mais sinon, tu sais, je veux dire, j'ai pas nécessairement quelque chose là, contre la version là, de la manière que Kurt Russell interprète le personnage là, en 1997, mais l'univers est tellement différent, pareil, malgré que le scénario est tellement similaire. La scène des rôdeurs là, est pas mal remplacée dans le fond là, par Snake là, en 96. Dans le 2013, je sais plus comment dire ça, là, dans le fond, là, ça devient tout mêlant. 97, le film filmé, l'autre en 96, Los Angeles 2013, l'autre est filmé en 81. Je vais essayer de dire New York et Los Angeles. Je pense que ça va être plus simple de même parce que là, je suis en train de me rendre compte là, que je suis peut-être en train de vous mêler tranquillement. Là, mais à Los Angeles, dans le fond, la scène qui remplace les rôdeurs de New York c'est peut-être remplacé là, une fois qu'il rencontre la fille de Los Angeles, elle qui est jouée là, par Valeria là, Folino, que j'ai déjà couvert en guillemets au podcast là, en faisant là, les commentaires audio là, c'est sur les pilotes en l'air l'année passée, je pense, là, avant de parler de Top Gun. Puis je pense qu'elle jouait aussi là, dans Rain Man, fait que dans le fond en 96 c'est là qu'elle est rendue. Puis c'est ça, c'est juste comme un genre de petit rôle qui meurt pour rien dans le fond, aussitôt qu'elle dit qu'elle aime Los Angeles, que c'est pas si dangereux que ça, ben tu sais, en disant ça, ben elle se fait tuer. Elle, on sait clairement qu'elle est morte. Par contre, contrairement à l'autre fille qu'on n'y est jamais nommé là, son nom dans le film original. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, à partir de là, une fois qu'ils rencontrent le personnage là, de Taslima, ben ils sont capturés, là, puis il y a comme une scène assez étrange là, où ils vont rencontrer un chirurgien qui est joué par Bruce Campbell, dans le fond. J'étais pas sûr en voyant là, l'acteur, je me suis dit, tu sais, il me semble que les traits me disent quelque chose, mais j'étais pas capable de cerner qui. Ben c'est l'acteur Bruce Campbell là, que on a vu là, dans les 3 Evil Dead qui étaient sortis à l'époque là. Maintenant on est rendu à 5 là, mais Bruce, ben c'est ça, connu pour son rôle de Ash. Ça a l'air que Kurt Russell et Bruce Campbell ont le même des doubleurs là, pour les scènes d'action là. En tout cas, il y en a toujours plusieurs là. Il n'y a pas juste une personne. Même dans le film de New York, on a Dick Warlock et George P. Wilbur qui ont déjà fait le rôle de Michael Myers. Dick Warlock dans le film là, de Halloween 2 et Wilbur dans le film de Halloween 4 et 6, c'est dans le fond qu'ils vont doubler Kurt Russell, mais en tout cas il y a ceux-là qui ont quand même une doublure en commune là, genre une personne là, qui doit travailler pour les deux acteurs spécifiquement là, dans leur film, puis même jusqu'à ce jour, mais tu sais c'est des scènes qui sont là qui rapportent à rien au film, puis même dans la version Los Angeles, c'est comme le bout du film que je trouve qui sert à rien, c'est juste pour tu sais, j'aime ça normalement de créer l'univers, mais ça je trouve que c'est trop apparent qu'on fait ça pour juste faire de l'action simplement, puis parce que le film est assez simple hein, Snake étant pas engagé là, mais on le prend pour l'envoyer sur l'île, il se fait capturer éventuellement, il doit se sauver de là, puis il va se sauver avec qu'est-ce qu'il est allé chercher, puis finalement à la toute fin il remet au visage qu'est-ce qui était apporté pour, puis c'est ça dans le fond, c'est très court, très assez direct. Il n'y a pas vraiment le tour de nuances, trop de revirements, puis des affaires de même. C'est vraiment là, assez droite comme ligne. Fait qu'à partir de là, il faut que tu rajoutes des petites affaires là, pour épicer le parcours.
Fait qu'éventuellement à New York, Snake va tomber sur le personnage là, de Cabby, que lui va comme un peu y montrer les environs, un peu juste pour comme un peu le situer. Puis lui va l'apporter à quelqu'un qui travaille proche de Duke, qu'on sait que c'est Duke qui a le président. Puis ça tombe comme par hasard que la personne en question, c'est Brains, quelqu'un qui connaît déjà Snake de la guerre avant, ou en tout cas une job qu'ils ont fait. En tout cas, ils se connaissent avant. Puis c'est similaire un peu. C'est pas placé exactement à la même endroit là, dans le film de Los Angeles, mais une fois là, qu'il va qui va approcher là, on a la personne qui n'arrête pas de changer de bord ou de changer de camp, là, le personnage de Eddie là, qui est joué par Steve Buscemi, que finalement qui va l'apporter là, au personnage là, joué là, par Pam Grier, que dans le fond c'est une personne là, qui a changé de sexe, puis elle, l'actrice, au début je pensais que c'était un homme qui faisait sa voix, mais on a juste comme baissé sa voix là, d'un octave, dans le fond c'est elle qui joue le rôle, mais c'est ça, on a trafiqué sa voix. Ça a l'air qu'elle s'est mis un bas dans ses sous-vêtements pour mieux embarquer dans le personnage, mais c'est drôle comment qu'on va jouer avec les noms. Tu sais, le personnage là, de Pam Grier, elle s'appelle Hershey, mais Snake va l'appeler Carjack. C'est un peu pareil là, avec le personnage là, de Harry Dean Stanton, là, de Brains. Snake va l'appeler par son nom antérieur. Puis dans le fond, ils veulent pas être appelés là, par leur ancien nom. Dans le fond, là, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus. Tout ça. Dans le fond, ça sert absolument à rien. Ils sont sur un nouvel univers, mais c'est comme s'ils veulent pas se rappeler de qui était avant. Puis même avec Snake, dans le fond, il y a toujours la fameuse réplique, puis même dans le générique d'ouverture ou de fermeture, là, dans le générique là, du podcast, je crois que j'ai collé là, le morceau là, de Appelez-moi Snake. Mais il va jouer avec ça. Des fois, il va dire Appelle-moi Pliskin. Il va vraiment jouer avec ces affaires-là tout le long. C'est comme ça c'est comme une thématique un peu, là, juste comme pour juste faire une réplique. C'est là que ça vient là, d'un film là, de John Wayne en 1971. Kurt Russell aussi, lui, il dit qu'il a basé son personnage sur Clint Eastwood. Fait qu'en tout cas, on a peut-être un peu là, une fusion là, du personnage là, avec ces deux acteurs-là. Puis avec John Wayne, connu pour quand même des films des westerns, fait que ça apporte quand même un peu là, peut-être un rond là, avec Los Angeles. Fait que avec Brains, dans le fond, ça lui donne accès à se rendre au Duke, qui est l'endroit, le chef criminel là, de l'île. Puis c'est ça dans le fond, lui est joué là, par l'acteur Isaac Hayes. Je veux dire, j'aime ce personnage là, honnêtement je trouve que il y a une menace, puis avec son pimp mobile là, en tout cas j'adore le personnage. Je trouve qu'il est monté dangereux en plus. Je trouve que il y a une menace. Sa contrepartie là, Cuervo Jones, joué par George Coraface, il n'y a pas la même présence que l'acteur original là, que Isaac Hayes. Honnêtement, je trouve que ça l'apporte tellement là, la comparaison directe, parce qu'ils sont genre le même rôle, le même personnage là, je veux dire, dans l'hierarchie des choses là, ils ont le même rôle, puis je sais pas, honnêtement là, je ressens pas qu'est-ce que Isaac Hayes apporte au personnage. Je trouve que la menace elle sort vraiment là, de Isaac Hayes. Il est peut-être un petit peu plus désespéré peut-être là, une fois qu'il sait qu'il peut sortir de l'île vers la fin là, on sent qu'il y a peut-être un petit peu plus là, il est plus pressé, il sent un peu que dans le fond il y a la liberté pas loin, mais c'est ça, le côté à
George Caraface, là, Cuervo Jones. Je sens, tu sais, je veux dire qu'on a pitché, on a pris un acteur du bord, puis on a dit, ben, tiens, regarde, on cherche un personnage. Puis, tu sais, il y a comme un petit peu moins de. Ben, il y a pas mal autant là, de scènes, les deux. C'est juste qu'il fait la même affaire que qu'est-ce que l'autre a fait là, dans le film précédent. Puis, tu sais, c'est tout juste s'ils disent pas la même affaire quasiment mot pour mot. Sauf que le personnage là, de Cuervo Jones, ben là, c'est ça. Tu sais, lui, dans le fond, il a réussi à tirer là, pour une raison quelconque. La fille du président, là, Utopie, là, qui est jouée là, par AJ Langer, que, tu sais, dans le fond, il va se servir de elle peut-être là, pour essayer là, de sortir de l'île. Puis, tu sais, en tout cas, il y a la manette aussi, là, qu'il y a des. Que dans le fond, ils vont utiliser ça comme pas comme rançon, là, mais pour essayer là, de négocier, là, puis de pouvoir sortir de là. Fait que Brains et sa douce moitié peut-être là, qui est joué là, par Adrienne Barbeau, qui était, je pense qu'ils se sont mariés pendant le tournage là, du film là, John Carpenter et Adrienne Barbeau, que elle j'ai couvert aussi au podcast là, quelques fois. Comme dans le film là, de la créature des marécages, quelque chose de même, là, de la créature du marais, là, un peu plus tard, là, dans les années 80 qu'elle va faire. Et il me semble qu'elle fait un genre de caméo là, dans Halloween 3. Puis pourtant, ça m'en revient pas. Là. Pourtant, j'ai découvert le film 3 fois là, dans ma carrière de podcasteur. Là, en tout cas, ça me fait juste pas m'en revenir. Mais en tout cas, fait que c'est pas vraiment importante comme personnage, et juste là dans le fond, puis les deux vont ensemble, puis c'est ça, comme je disais tantôt, ben quand Harry Dean Stanton là, qui fait le rôle de Brains, ben quand il va mourir à la toute fin, ben dans le fond elle va choisir là, de mourir à ses côtés, rendu là. Ben c'est ça, dans le fond elle sert pas à grand chose, elle va juste assister Brains, puis dans le fond ben ils vont apporter Snake au président. Puis finalement, ben, ils vont comme être forcés un peu. Je comprends un peu leur point de vue, qu'ils ont comme pas le choix, sinon ils vont se faire descendre sur place. Ils ont comme pas le choix de vendre Snake, parce qu'en même temps, l'équipe à Duke, ils sont pas niaiseux là, quelque part ils ont compris là, qu'il se passe quelque chose, fait que ils doutent là, que peut-être que le président est en train de se faire libérer là, pendant que lui est en train de faire perdre du temps là, avec Romero et les autres. Fait que finalement, ben, Snake se fait capturer. Puis c'est un peu similaire là, dans la version Los Angeles. Dans le fond, le côté Los Angeles, ben la fille a été, tu sais, dans le fond, il est pas là pour la sauver, puis tu sais, dans le fond, s'il est pour la ramener, ben il est supposé de l'exécuter. Il va choisir de pas l'exécuter. Je pense que à quelque part, s'il l'aurait exécuté, ben là, on aurait, je pense qu'on aurait retourné contre le personnage, mais à quelque part, tu sais, je veux dire, c'est pas le genre de, je m'attendais pas à ce qu'il y a tué là, chaque fois que j'ai vu le film. Je me rappelle pas vraiment de ma première fois initiale. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas le genre de personne là, sans cœur ou sans émotion. C'est juste que il va le faire si maintenant sa vie est en jeu. Mais il le fera pas gratuitement là, en bout de ligne. Là, il est contre le gouvernement. Puis le gouvernement, ben lui, dans le fond, il voudrait qu'il tue sa fille. Fait que dans le fond, ça serait comme un peu faire qu'est-ce qui était embauché pour faire. Puis s'il n'y a pas besoin de le faire, ben il le fera pas. Mais Snake, dans la version Los Angeles, ben il va être capturé quand il va embarquer là, dans la Cadillac 59 de Steve Buscemi, là, de Eddie. Puis dans le fond, il y a comme un genre de piège dedans. Là. Puis c'est la voiture là, de Cuervo Jones, là, mais c'est ça. Quelque part, là, c'est Eddie qui s'en sert. Puis il y a comme des tranquillisants dedans, puis que finalement, ben ils vont capturer Snake. Tu sais, à quelque part, là, je savais que c'était pas la voiture de Christine, là, c'était pas une Plymouth Fury, là, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup là, de choses qui ressemblaient à cette voiture-là. Mais c'est une voiture qui est quand même fabriquée la même année là, que la Plymouth Fury. Mais c'est ça, la voiture là, qu'il a, ben, c'est une Cadillac. Je suis pas connaisseur de voiture, mais quand je vois Christine, ben, mon cœur s'emballe. Puis je savais que c'était pas Christine, mais je m'emballais un petit peu tranquillement. Là. J'ai dit, qui es-tu? C'est Snake Plissken, Duke. Il vient d'arriver de l'extérieur. Il peut nous être utile, c'est pas un ennemi.
Snake Plissken. On m'a parlé de toi. Je te croyais mort, Snake. Alors, Snake, pour, dans le fond, le grand bonheur là, de la population de chaque île, ben, il va être lancé à un genre de défi d'essayer de survivre à quelque chose là, que personne n'a survécu. À New York, il va être comme dans un combat de lutte sans merci, puis à Los Angeles, ben, il va être lancé à un genre de jeu de basketball. Le jeu de lutte, tu sais, dans le fond, ben, le jeu de lutte, c'est pas le combat de lutte, c'est sûr que, tu sais, l'autre, il est comme 2 fois plus large que Kurt Russell, puis il doit le dépasser de 3 têtes. Fait que, tu sais, ça paraît comme quelque chose là, d'infaisable. Il y a pas grand chose, tu sais, il se donne quelques coups. Ça a l'air que le lutteur en question, là, il était un peu, tu sais, il est pas allé doux avec Kurt Russell, puis Kurt Russell l'a averti, puis éventuellement Kurt a dû faire un coup bas à l'acteur pour lui dire là, regarde là, je t'ai dit là, de calme-toi un peu là, puis c'est ça, fait que ça s'est réglé un peu de même. Je trouve que je l'aime moins. Honnêtement, là, dans la version New York, je pense que quand ils ont fait Los Angeles, j'aime mieux, je pense, la prise, là, l'idée là, qu'ils ont apporté à Los Angeles. C'était dans le temps là, où on avait là, Michael Jordan, dans le fond, là, comme une popularité là, du basketball à l'époque. Tout était basketball, en tout cas ici au Québec. Là, en tout cas, moi, je voyais tout le monde qui tripait basketball. Même au cinéma, ben, la même année, on avait Space Jam avec Michael Jordan que je parlais, puis Bugs Bunny. On avait White Man Can't Jump, les Blancs ne savent pas sauter. Je veux dire, il y avait une popularité là, de ce sport-là là, dans les années 90. Fait que, apporter le basketball dans cette époque-là, ben, je veux dire, c'est un signe du temps. Parce que quoi que le basketball est quand même assez populaire encore aujourd'hui, là, mais c'est comme c'était l'époque du basketball. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est pas juste quelque chose là, de homme à homme. Là, c'est vraiment comme il doit courir là, d'un côté à l'autre là, en 10 secondes puis mettre le ballon dans le panier. Ça a l'air que Kurt Russell a vraiment fait là, tous les paniers. Il se pratiquait là, entre les prises pour réussir à faire toutes les réussir à lancer tous les paniers. Sinon, il l'aurait probablement fait au montage là, pour montrer là, qu'il a réussi, mais il l'a vraiment fait là, comme le long tir là, d'un bout à l'autre. Ça a l'air qu'il l'a fait. Puis en tout cas, tant qu'à moi, c'était probablement une seule prise, mais ça fait penser quand j'ai parlé là, du 4e Alien là, l'année passée. Sigourney avait fait pareil. Sauf que la manière que la caméra était placée, ben on voyait pas qu'elle faisait. Parce que justement, le ballon sortait de l'écran, mais là, on le voit qu'il fait vraiment là, à partir là, de l'autre bout, puis on peut suivre le ballon. Puis, en tout cas, c'est pas chose que je vais dire. Puis, avec les effets visuels du film, je pense qu'on l'aurait vu si le ballon avait été truqué. En tout cas, je vais laisser ça à ça. Fait que dans les deux versions, ben c'est ça, tu réussi à faire l'impossible. Bien sûr, dans la version Los Angeles, c'est là où y a-t-il une évolution du personnage ou plus un raisonnement du personnage. La fille du président, elle se rend compte là, que ça n'a pas de sens là, qu'on va tuer Snake puisqu'il a réussi l'épreuve, là, peut-être, là, en tout cas, dans le fond, qu'il va décider qu'il va carrément sortir sa carabine puis essayer de tirer sur Snake. Elle, dans le fond, c'est certain qu'elle a vu quelques morts avant. Ils ont tué là, la personne juste avant Snake. Dans le fond, le gars, il est arrivé avec des genres de gros ciseaux, des cutters, puis il a coupé la tête du gars avant. Là. C'est vraiment brutal, mais elle, tout d'un coup, elle dit ah non, ça n'a pas de sens, tu vas pas le tirer. Puis peut-être que là, tout d'un coup, elle s'est rendu compte, pareil, qu'il était pas à bonne place. Mais, à quelque part, je sais pas, je commençais à essayer là, d'empêcher Cuervo Jones de tirer. Je sais pas. C'est très héroïque de sa part. Elle va essayer de partir avec Snake. Puis Snake va comme lui expliquer t'es peut-être mieux de rester ici parce que de l'autre bord, ben, on va essayer de te descendre encore plus que Cuervo Jones que tu viens de trahir. Pendant ce temps-là, ben, Eddie
Eddie est en arrière, puis il va tirer sur Snake. Fait que Snake va se ramasser avec une blessure à la jambe. Dans New York, il avait reçu une balle à la jambe en tentant de sauver là, le président. Puis, fait que dans les deux versions, à ces moments-là, ben, il devient blessé, puis il va boiter jusqu'à la fin du film. Mais tu sais, c'est niaiseux, ça. Pourquoi au pire changer d'endroit? Tirer une balle dans le bras. Faites quelque chose un petit peu différent. C'est vraiment, c'est comme les mêmes affaires qui arrivent. Je pense qu'il y a quasiment pas une affaire là, que j'ai pas pu comparer avec le premier film. Dans New York, à partir de là, ben, il va partir dans le fond à la recherche là, dans son planeur, sachant que Brains et Maggie s'en allaient se sauver avec. Il va réussir à les rattraper, puis au même moment où le planeur, dans le fond, là, il va tomber à sa perte. Fait qu'ils vont partir de là, ils vont décider de prendre le pont de Brooklyn, je pense, pour sortir de l'île. Dans le fond, le pont a juste 2 voies. En tout cas, je suis pas sûr qu'il y a c'est clairement pas le pont de Brooklyn ou pas mal n'importe quel pont. Là. En tout cas, je sais pas quel pont qui part de New York qui est juste 2 voies. En tout cas, je suis pas mal sûr que c'est tout genre 10 voies, là, 5 au moins, 5 de chaque côté, là, mais c'est comme un peu la scène qui est là pour éliminer là, le restant là, des personnages pour que finalement on ait peut-être un genre juste Snake qui revienne tout seul. Puis tu sais, on a des scènes là, avec Donald Pleasance. Si vous avez écouté là, le podcast là, que j'ai fait là, avec Terreur sur le pod là, sur Halloween 2, vous comprenez un peu là, Donald Pleasance, dans le fond, là, il est quand même assez exagéré comme acteur. Puis dans toutes les scènes là, où il est pressé pour entrer dans la voiture, toujours, en tout cas, c'est des scènes qui me font rire là, pour les mauvaises raisons, mais ça me fait quand même rire. Mais tu sais, ce qui est plate sur le pont, c'est que c'est vraiment pour éliminer le surplus. Ils vont se ramasser dans le taxi de Cabby, puis dans le fond, ils vont tout dans le fond est miné. Il y a des mines partout, puis dans le fond, ils ont besoin de Brains parce que lui, il a une carte pour montrer où sont les mines, mais ironiquement, ben, il savait pas où une mine était. Dans le fond, il dit tassez-vous à gauche, puis lui, il passe par la gauche, mais il y a une mine que finalement, il va le tuer. C'est un peu n'importe quoi. Ça me fait penser quand même un peu aux noms, parce qu'il n'y aurait pas de tout le temps de se lancer des noms, puis aussitôt qu'il y en a un qui dit Snake, ben là, il dit appelle-moi Plisken ou n'importe quoi. Pourquoi? Je veux dire, ça n'a juste pas de sens. Pourquoi qu'on le prend, puis qu'on l'amène, puis que finalement, ben, il passe sur une mine quand, dans le fond, tout est écrit. Quelque part, il l'a sur sa carte. C'est comme, il ne marque pas avec les règles qui ont établies. On peut vous dire que c'est un peu lousse. Le film est écrit par John Carpenter et Michael Myers lui-même, là, Nick Castle. C'est eux autres qui ont écrit le film. Je comprends que, tu sais, dans le fond, ils ont fait ça pour vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment pour éliminer le personnage. C'est pareil comme dans le film de Los Angeles. Ils vont faire une scène vraiment pour éliminer le surplus, puis que finalement Snake revienne juste avec la fille du président. Puis que, tu sais, c'est juste ça, c'est un peu plate, c'est un petit peu n'importe quoi pour finir ça, dans le fond. En bout de ligne, ben, dans le film de Los Angeles, Snake va revenir pour prendre la manette. Dans le fond, il va réussir à virer là, Steve Buscemi là, de son bord, là, le personnage de Eddie. Puis il va finir avec l'équipe là, de Hershey, puis finalement, ben, ils vont réussir à se sauver là, dans un hélicoptère. Puis, dans le fond, Cuervo Jones, lui, il va tirer à coup de bazooka l'hélicoptère, puis ça va tuer juste les 4 passagers en arrière. Mais tu sais, ça va pas rien faire de plus. C'est comme le feu va juste attaquer le banc arrière, mais ça partira pas en avant. Je comprends qu'après ça, ils vont avoir un petit peu de misère à atterrir l'autre bord. L'hélicoptère va être en état d'urgence, puis ils vont écraser l'autre bord, mais
le seul but, c'est de vraiment éliminer les personnages. Puis je trouve ça un petit peu. Il aurait pu au moins changer ça pour la suite ou quelque chose de même. Que, tu sais, je veux dire que Hershey et sa gang se sauvent dans les bois puis qu'on les envoie plus. Ou que, tu sais, qu'ils finissent en équipe avec, là, tu sais, à la toute fin, là, quand on le voit en train de fumer sa cigarette seul, ben que, tu sais, finalement, ben, tu sais, qu'ils partent en gang plus tard au lieu de les avoir tués, là, ou quelque chose de même, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, dans New York, où ils vont supposément esquiver les mines, mais c'est ça, tu sais, quand ils sont à pied, on a Brains qui se fait sauter, puis que, ben, tu sais, on a Cabby qui est mort une fois qu'ils ont passé quand même par-dessus une mine, que le taxi s'est sectionné en deux. Fait penser un petit peu à quelques années plus tard, le film de James Bond, Dangereusement Vôtre. Il se passe pareil, ben c'est pas à cause d'une mine, là, mais James Bond, lui, continue quand même avec sa voiture, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, on peut pas continuer avec un taxi de New York. En 1997. Puis c'est ça, ben Maggie, elle reste sur place. C'est quand même ben, avoir tout le Maggie là, qui se fait rentrer dedans là, par Duke, que dans le fond lui va comme sacrifier sa voiture pour tuer Maggie. C'est quand même traumatisant un peu, je trouve, la manière là, que Maggie, dans le fond, en se faisant rentrer dedans, puis après ça on la voit là, toute pleine de sang à terre là, je trouve que c'est vraiment là, ben, c'est extrême encore peut-être là, je trouve que c'est juste ce personnage là était pas dans le fond c'est un bon personnage, puis quelque part là, c'est vraiment atroce là, quelque part, mais en tout cas c'est ça, c'est juste en même temps pour qu'on soit sûr qu'elle a pas survécu à se faire rentrer dedans là, de plein fouet par la voiture de Duke. Fait que ils vont se ramasser au mur, puis il va y avoir une petite altercation là, entre Duke et Snake. Puis finalement le président va réussir à monter le mur là, on va l'embarquer dans un genre de harnais. Pourquoi qu'on laisse pas Snake là, ça aurait pas dans cet univers là, ils vont ils vont la remonter parce que c'est un film, mais ce monde-là serait réel, je pense qu'il dirait bon ben reste là. Je veux dire, on te montre pas. Mais c'est ça, ils vont quand même le faire. Il y a genre 1 minute et quart, là, peut-être même 30 secondes dans le fond là, pour monter le pont puis se faire neutraliser là, avec des rayons X, je pense, là, qui peuvent arrêter là, les petites charges. Mais pendant qu'il est en train de monter, on voit qu'il y a un bras qui va arrêter là, le monte-charge là, pour monter. Ben pas le monte-change là, mais dans le fond la corde là, qui descendait pour aller chercher Snake, puis finalement là, c'est le président qui a mis ça sur pause. Il n'y avait pas besoin de mettre ça sur pause, je veux dire, il aurait pu laisser Snake monter. C'est juste pour nous embarquer un peu là, de suspense que ils vont-tu le niaiser là, ils vont-tu le laisser mourir là, tout ça, mais ça n'a aucun but là. Mais c'est le président finalement là, qui va avoir sa vengeance sur le Duke, puis qui va le descendre. Puis, on va faire comparativement quelque chose similaire dans Los Angeles où ce que ça va être Steve Buscemi qui va tuer le personnage là, de Cuervo Jones, c'est lui qui va le descendre à coup de canon là, une fois qu'il est sur l'hélicoptère. Mais Buscemi va pas faire partie là, des personnes qui vont mourir, va retomber sur l'île pour une suite ou quelque chose de même là. Honnêtement, je pense qu'on le gardait là, pour que si maintenant on allait avoir un troisième film, ben on l'aurait ramené, mais en tout cas ça n'aura pas lieu là, à cause de la mauvaise réception du film, ou plutôt du box-office tout simplement. Fait que on arrive à la conclusion là, des films là, on a le président que dans le fond on se dit bon ben il y a peut-être un côté où ce qu'il a compris un peu où ce qui était. Après ça ben on est en train de le raser, on est en train de le préparer là, pour le sommet. Il pourra pas être là en personne, mais au moins ils vont le téléviser. Dans le fond, au moins pour avoir sa présence là, au sommet. Puis tu sais, dans le fond, c'est là qu'on peut voir que ça reste quand même un crétin. Ou ce qu'il va dire, tu sais, dans le fond, on est très reconnaissant là, que tu m'aies sauvé la vie. Puis tu sais, qu'est-ce que si t'as quelque chose que tu veux, ben tu sais, je vais te le donner. Il n'y a pas de problème, tout ça. On va essayer d'exaucer ton souhait.
Snake va arriver, tu sais, regarde, je veux juste un petit peu de temps, un peu de ton temps. Là, il dit qu'il y a quelques personnes qui ont travaillé pour essayer de le sauver. Puis que, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, il peut avoir une genre de reconnaissance pour eux autres. Puis, tu sais, le président va juste arriver, puis il va dire, ben là, tu sais, ce pays va juste être reconnaissant d'eux autres, là, de leur sacrifice, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme, il s'en fout un peu. Tu sais, puis il y a pas. C'est très formel, à quelque part. Fait que quand il arrive à la toute fin, ben, tu sais, Snake, dans le fond, il avait implanté ça pareil en bout de ligne. Il a pas changé la cassette à partir de là. C'était déjà son plan là, de les envoyer promener, dans le fond, en échangeant la cassette. Dans le fond, c'était une cassette là, qui jouait là, dans la voiture là, à Cabby. Puis, dans le fond, aussitôt qu'ils vont mettre la cassette à jouer, ben, tu sais, le président a enregistré son discours, dans le fond, là, en tout cas, c'est quand même assez étrange, là. Mais, en tout cas, il fallait juste qu'il trouve un genre de mégaphone, là, dans New York, tout simplement. Puis le film finit que Snake, il détruit là, la bobine. Je pense que j'aime mieux la manière que Los Angeles va faire sa finale. La finale a été supposément toute écrite par Kurt Russell. C'est lui qui a choisi la fin, la manière de la faire. Je sais pas, on avait quelque chose écrit. Où ce que, dans le fond, on avait 3 fins là, déjà. Où ce que le président, lui, va avec sa manette, ben, il va fermer là, Cuba et Mexique. Une autre fin où ce que le président là, avait la manette pour éteindre le monde, puis que finalement, ben, l'hologramme à Snake allait se fermer et que finalement il allait trouver Snake et il allait le descendre. Puis la dernière fin, ben, on avait Pliskin que finalement, ben, la toxine qu'ils ont donné, ben, dans le fond, c'était pas une affaire qui était bidon, en quelque part, ça l'a tué Snakes, là, t'sais. Fait que, tu sais, c'est 3 fins, dans le fond, là, qui finissaient mal pour Snake. La manière qu'on aurait écrit ça, puis je pense que c'est la fin parfaite là, pour, en tout cas pour le film, là, à quelque part, où je pense qu'on nous embarque dans un sens où on pense que finalement on va le tuer, puis tu sais dans le fond c'est comme ça l'incorpore tout un peu les idées ensemble, mais tu sais c'est juste un peu là, des nuances et des directions là, tu sais on va essayer là, de le fusiller, on va parler de la toxine que finalement ben tu sais on nous l'avait dit un peu plus tôt dans le film, est-ce que c'était vrai ou c'était pas vrai, ben là c'est ça où on apportait vraiment l'idée là, que c'était l'idée était fausse, tu sais dans le fond avec la fille du président qui l'embarque sur la chaise électrique, puis que tu sais en bout de ligne là, il redirige là, le satellite là, pour fermer là, faire un EMP là, que dans le fond là, tout ce qui est électronique là, ça se fait détruire là, tu sais qu'il y a plus là, dans le fond on va recommencer là, tout au complet là, en tout cas c'est le genre d'affaire qu'il est un petit peu nono là, mais je veux dire c'est là où on s'en va là, avec l'histoire. Mais c'est ça, en tout cas en tant que tel là, je trouve que si tu y penses un peu plus, Snake il est quand même pas loin, il est genre à 500 mètres de où ce qu'ils sont. Il peut pas être si loin que ça, puis tu sais comment qu'il est arrivé pour faire à croire qu'il est en train de sortir de l'hélicoptère, puis quand tu sais sont chanceux qui sont Snake est chanceux plutôt qu'ils sont pas tombés sur le vrai lui, tu sais peut-être que s'il serait tombé sur le vrai lui ça aurait été autre chose, mais en tout cas fait que la fête je trouve qu'elle est quand même assez bien. Sauf que c'est ça, tu sais, je veux dire, qui part pas à courir après ça, ben, parce qu'ils sont quand même assez près. Ben, tu sais, dans le fond, qui est tout calme en train de fumer sa cigarette. Je trouve que, honnêtement, j'aime mieux la fin de Los Angeles. Le film original, ben, tu sais, il continue avec sa trame sonore là, de John Carpenter. Puis qui dans le fond qui garde tout le temps là, dans l'ambiance tout ça, puis j'aime quand même là, cette partie là, juste pour tomber là, dans la trame, puis qui continue dans le ton. Puis pareil, la version de Los Angeles, ben tu sais, on tombe là, dans les Yeah de Rob Zombie là, avec une chanson de White Zombie là, The One, qui est une tune correcte là, mais tu sais, je veux dire c'est ça à quelque part, tu sais, c'est plus action, c'est plus, tu sais, on a essayé de faire quelque chose de plus commercial là. Avec Los Angeles, puis c'est ça, tu sais, finir avec une chanson là, de White Zombie. C'est bien correct aussi là, c'est juste le ton est tellement différent
que je dis ça va bien là, quand même là, pour la version de Los Angeles 2013. Alors, en conclusion, New York 97, je veux dire, c'est un film que je revisite pas souvent. Los Angeles 2013 non plus, là, je le revisite pas tant souvent que ça. Souvent, je les écoute un à la suite de l'autre. Mais honnêtement, je pense que c'est pas une bonne idée de les écouter vraiment un à la suite de l'autre. Je pense que c'est mieux de vraiment les écouter séparés. Je veux dire, avec une bonne distance entre les deux pour éviter les comparaisons. Les films pris sur qu'est-ce qu'ils sont, je vais donner un verre au film original de 97, New York 97, puis je vais quand même soutenir que je pense qu'il est pas si pire que ça, le film de Los Angeles 2013. Il sera peut-être pas aussi fort que le film de 97, parce que le problème c'est que le film de 97 il a été construit là, dans une telle manière, puis l'autre, le film de Los Angeles 2013, c'est sûr que point de vue film, il est probablement un meilleur film, ou il est mieux construit que le film de 1997. Là, je veux dire, vous êtes là peut-être en train de m'écouter et me dire ben là, de quoi je parle. Je veux dire, je suis complètement fou de dire une affaire de même. Non, mais tu sais, il y a plus de. Le point de vue scénario, on dirait qu'on a le film de 81, on l'a mieux travaillé, on a une histoire un petit peu plus cohérente. Tout ce que je peux dire, dans le fond, la base du film est mieux. Sauf que le problème, c'est que on a utilisé le film de 81 pour juste comme tout l'améliorer, mais tu sais, c'est comme il fallait avoir un meilleur film, il fallait avoir un nouveau film, tu sais, une nouvelle histoire pour réécrire le même film. Fait que c'est là un petit peu la nuance. C'est pour ça que je suis capable de dire que le film de 2013, Los Angeles 2013, est un film qui est mieux fait, tu sais, je veux dire, dans le fond, il était mieux écrit, mais le film de 81, ben tu sais, il est mieux, il est plus plaisant à écouter quasiment parce que il est original, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, tout ça. Mais le film de 2013, c'est comme quasiment un paradoxe que je suis en train de dire là. Je veux dire, en tant que tel, là, si vous avez à choisir entre un ou l'autre, ben prenez le film de 81, il a mieux vieilli que le film de 96. Mais si vous l'écoutez avec une distance, puis vous évitez un peu trop la comparaison, prenez un an entre les deux visionnements. Ben, vous allez peut-être plus vous amuser à écouter 2013 aussi. C'est sûr que, tu sais, il est plus, comme j'ai dit tantôt, il est plus super-héros. Tu sais, c'est New York 97 sur stéroïde un peu, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps un petit peu plus explosif, tu sais, il y a plus de budget. Mais c'est le même film, c'est vraiment le même film. Puis c'est ça qui est plate du film. Mais je suis capable de l'endosser parce que à la base, le film, il est quand même pas si pire. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est le défaut, c'est que c'est le même film. C'est ça qui est. C'est un remake, puis c'est pas une suite, tu sais, puis c'est juste ça qui est dommage. Puis ça vient de John Carpenter en plus, qu'il ose dire dans sa carrière, quand il parle d'Halloween, que c'est tout le temps refaire la même affaire. Ben, tu viens de refaire la même maudite affaire. Tu sais, c'est comme tu prêches quelque chose, mais t'es pas capable de le faire, puis tu sais, vraiment à la lettre. Tu sais, il y a des limites là, quelque part. Tu sais, tu peux t'inspirer, tu peux faire, tu sais, juste tirer des idées, puis tu sais, faire des parallèles un peu. Mais là, tu viens de carrément refaire le même film. Là, tu sais, c'est vraiment c'est capoté quelque part comment qu'il a refait le même film là, quasiment. Là, c'est Psychose 1960 là, puis 98 encore. Là, je veux dire, c'est le même film. Là, c'est les mêmes séquences. C'est tout est pareil. Là, c'est trop. Mais il est quand même pas si pire, c'est juste qu'il faut un peu baisser là, ses espérances, puis je pense qu'il faut pas les écouter un à la suite de l'autre. Honnêtement, je pense que juste la distance va aider fortement, puis c'est sûr qu'il faut oublier les effets spéciaux aussi là, du film de 96. C'est trop c'est vraiment atroce là. Les effets visuels là, ils tiennent pas la route, contrairement à ceux-là de 81 vont tenir beaucoup mieux la route. Fait que j'endosse les deux films.
film. C'est peut-être, au pire, là, je vais mettre un petit peu de jaune là, si ça peut vous satisfaire. Là, parce que je sais que c'est un peu controversé ce que je dis là, mais mettez un peu de jaune au pire là, dans celui-là de Los Angeles. Mais ça reste que sont pas si pires, puis sont le fun. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que, comme j'ai parlé tantôt, je pense que j'aime mieux Snake dans la version de Los Angeles 2013, qui aide beaucoup. Tu sais, il y a des scènes, là, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Là, j'ai pas parlé de tout, là, parce que quelque part, je veux que ça rentre dans le podcast, puis pas parler pendant 3 heures. Tu sais, je veux pas parler de 2 films, mais tu sais, en collant ça trop ensemble, même si je l'ai déjà fait là, avec Blade Runner. Mais il y a des scènes où le duel, j'en ai parlé, mais je l'ai mentionné, mais je n'en ai pas parlé. Où il y a 4 méchants là, qui sont en face de Snake, puis il dit bon ben tu sais le premier à tirer là, quand la canette va tomber à terre, ben tu sais il va avoir gagné naturellement. Puis là tu sais dans le fond il tire la canette dans les airs, puis il va tirer là, les 4 adversaires, puis elle va tomber à terre après ça. C'est des moments qui sont badass. Puis juste avant ça, ben il y avait une scène où on avait l'introduction là, de Cuervo Jones, puis il y a comme tout il était en moto, puis tu sais ça a comme pas de sens. À quelque part il arrive, puis il saute dans la parade là, c'est une genre de parade, puis il va se mettre à essayer là, d'attraper Cuervo Jones tout de suite, puis tu sais je veux dire c'est complètement ça n'a pas de sens là. Je veux dire c'est n'importe quoi, mais ça fit un peu quand même là, dans le film de 2013. Il y a des moments de même, je veux dire ça colle pas, comme que les rôdeurs là, que je parlais là, dans le film là, de New York 97, ça colle pas, je veux dire ça marche pas avec le film, mais tu sais, je veux dire, dans son tout, ça reste que ces 2 films qui sont le fun à écouter, que j'écoute pas assez. Honnêtement, je pourrais dire que je les écoute pas, je pourrais les écouter peut-être un peu plus souvent. C'est des films qui sont le fun, qui passent bien, qui sont pas trop longs, tu sais, c'est 1h30, 1h45, là, je pense 1h40 là, pour le deuxième film. Fait que, tu sais, c'est pas trop long, puis ça passe vraiment assez bien. C'est pas répugnant, puis ça fait pas mal, puis on se casse pas trop la tête, puis tu sais, ils sont vraiment plaisants à suivre. Dans les années qui ont suivi, pareil, on voulait quand même faire un 3e film où ce qu'on voulait faire le Snake Plissken sort de la Terre, je veux dire Escape from Planet Earth, qui est devenu le film là, de Ghost from Mars de John Carpenter. Je me rappelle pas le nom du film en français, là, mais c'est ça. En tout cas, c'est supposément devenu ça. Éventuellement, bien sûr, je vais le couvrir là, dans cette rétrospective-là. Là. Ça peut peut-être prendre 1 an, ça peut peut-être prendre 5 ans. Je sais pas, mais éventuellement, on va parler là, de ce film-là. Mais c'est pas, bien sûr, là, les aventures là, de Snake Plissken. À partir de là, c'est, je veux dire, dans le fond, ça a pas mal avec la réception au box-office. Ben ça l'a chuté là, assez solide. Fait que dans le fond là, c'est ça, par la suite, ben quelque chose comme en 2016, on avait essayé là, de peut-être refaire faire un remake là, avec Chris Hemsworth et Summer Glau, actrice là, que je connais là, pour la télésérie là, de Terminator justement. Je pense qu'elle avait joué aussi là, dans Firefly, je pense, là, mais en tout cas, prenez pas mon mot, ma parole là, juste là. Mais c'est ça, à quelque part, finalement, le baptiste s'est tombé à l'eau. Là, pour l'instant, on travaille sur un Legacy sequel qui va être réalisé là, par les 2 réalisateurs là, des 2 derniers Scream. Et là, je vais le dire lentement parce que si vous avez écouté là, les 2 derniers Scream, là, j'ai un petit peu de la misère à les dire. Là. Matt Bettinelli et Holpin. Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette. En tout cas, pas pire, en 2 coups, j'ai réussi à le dire. Mais c'est ça. En tout cas, ces 2 gars-là vont travailler là, pour faire un remake de New York 97. Là. En tout cas, faire un Legacy sequel. Je trouve ça plate qu'on va probablement couper là,
Los Angeles le 2013, je trouve que on pourrait le laisser là. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent, là, mais quand ils ont fait les 2 derniers Scream, ils ont quand même gardé là, quelques aspects là, qui avaient été apportés là, dans les suites. Là, ils n'ont pas fait une suite directe au premier film, même si ça l'était en gros. Il y avait quand même, là, ils n'ont pas fait comme si le 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 plutôt, avait pas existé. Ils ont quand même là, dans la suite des idées. Qu'est-ce qu'on va faire avec le remake là? Ça me fait peur un peu. Je me dis, je trouve juste ça plate que on va ramener un Kurt Russell qui est rendu encore il y avait 45 ans là, en 96 là, en train de faire Los Angeles 2013. On va probablement, si on n'est pas arrivé justement, il faut rajouter le si là, avec la grève des scénaristes, des acteurs, tout ça. Il y a probablement là, des projets qui vont mourir au travers de tout ça, puis peut-être que ça pourrait éventuellement mourir là-dedans. Parce que peut-être qu'on va plus se forcer là, sur Scream 7. Je sais pas, ça peut aussi bien mourir dans l'œuf à cause de tout ça, parce que ça n'a pas l'air à vraiment se régler là, cette situation-là. Mais c'est quoi qui est compliqué là, de juste mentionner là, que 2013 a eu lieu? En tout cas, je trouve ça là, plate là, des fois là, où est-ce qu'on s'en va avec les nouveaux films. Puis avoir un Kurt Russell, là, je sais pas, le temps qu'on le fasse, là, il va avoir 30 ans de plus, ça va lui donner quelque chose comme 75 ans. Là, en tout cas, il va-tu pouvoir faire quelque chose? C'est ça, quelque part, là, on verra bien. Là, ils ont fait des bandes dessinées, là, comme j'ai parlé. Là, ça se trouve, là, si mettons, vous amusez à lire sur Kindle, je pense qu'il y a 13 épisodes là, de les exploits là, de Snake Plissken à la suite du premier film. Je pense que même il va rencontrer Jack Burton là-dedans. En tout cas, je les ai pas lus. Là, je trouve ça complètement ridicule. Là. Je sais pas si c'est dans cette série-là ou si c'est une série à part où est-ce qu'on a Snake et Jack Burton ensemble. Ça doit être complètement viré sur la tête, mais en tout cas, ça existe, mais je sais pas s'il rencontre Mac aussi là, de l'effroyable chose, là, ça c'est vraiment capoté rendu là, mais c'est ça. Fait que il y a toujours un peu l'univers qui est continué, puis le remake là, de New York 97 ou le Legacy Sequel, est-ce que ça va avoir lieu? Je pense qu'éventuellement on va le refaire, mais tu sais, ça tombe un film qui est quand même plus culte que qu'un gros succès. Oui, c'est 25 millions, puis c'est quand même un peu d'argent pour l'époque. C'est quand même une grosse somme, mais c'est pas astronomique. C'est pas comme le gros blockbuster qui est sorti à l'époque, qui est devenu plus culte. Puis est-ce que, puis pourquoi que le film a pas fonctionné en 96? Oui, il y a eu des mauvaises critiques, puis ça l'a pas aidé, mais il y a probablement pas juste ça aussi. Est-ce que la demande est vraiment là? C'est ça qu'il faut se poser aussi. En 96 aussi, on voulait un peu enterrer les 80. Puis il y a tout ça un peu qu'il a dû jouer dans tout ça. Puis, comme j'ai parlé dans Blade Runner, c'est le film là, de Denis Villeneuve là, de Blade Runner 2049 n'a pas été un gros succès. Je me rappelle même pas si, mettons, on parlait de réussite là, financière. Mais on s'attendait à beaucoup plus financier, puis on a eu beaucoup moins. Parce qu'on avait pris un film qui était plus rendu culte, mais le Blade Runner original a été un flop. Mais on avait essayé de faire quelque chose, il était devenu. Il avait été réévalué, mais c'est ça l'affaire, c'est que est-ce qu'on surestime qu'est-ce que les films étaient? Puis, même en regardant là, les vieux films, là, comme qu'est-ce qui se passe là, avec Indiana Jones, que au moment là, que je suis en train d'enregistrer le podcast, on est rendu à sa 3e semaine et il s'est fait ramasser là, par. C'est pas fait ramasser nécessairement. Je veux dire, dans le fond, là, il n'a pas fait d'argent tant que ça. Il n'a même pas encore touché là, le 300 millions quand il doit aller chercher quelque chose comme 750 millions là, pour réussir au box-office. Fait que c'est des choses qui doivent commencer à repenser un
un peu à Hollywood, est-ce qu'il y a des affaires là, que des petits budgets ou des choses qui n'ont pas vraiment marché, puis que là, ils sont devenus cultes, puis que peut-être qu'ils pourraient arriver, Indiana Jones, c'est pas culte, là, je veux dire, c'est des gros succès d'autrefois, mais que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, puis tu sais, il y a quelque chose à quelque part là, qu'ils vont devoir repenser, puis peut-être que si maintenant on arrive même à l'extrême, peut-être que ramener Kurt Russell ne sera pas une bonne idée là, si maintenant on veut faire quelque chose dans cet univers-là, puis peut-être que le mieux ça va être de recommencer à zéro. Est-ce que je veux une troisième version de la même histoire qui a été faite en 1981? C'est ça qui est comme la question, tu sais, je veux dire, on l'a refait à la sauce 96, fait que si on a refait en la sauce 2025, ça peut être intéressant? Peut-être pas. Je suis certain qu'on va faire peut-être quelque chose d'encore plus exagéré. Peut-être qu'on va revenir aux sources, mais je ne serais pas surpris que quasiment qu'on se dise on a travaillé l'idée de Carpenter de le faire sortir de la Terre, des affaires de même là, qui doivent se sauver de la Terre. Là. Mais en tout cas, je ne serais pas surpris de ça, mais en tout cas. Il faudrait que l'idée elle décolle, puis pour l'instant, c'est ça. Avec la grève, d'après moi, là, on vient de repousser là, à plusieurs années là, ce projet-là pour que ça voie le jour. Puis d'après moi, là, Kurt Russell, là, il reviendra pas pour le rôle. Il est rendu trop vieux, puis ça pourrait faire, malheureusement, là, qu'est-ce que ça a fait avec Indiana Jones, que la star est trop vieille, puis tu sais, je sais pas, je l'ai mentionné au podcast là, les dernières semaines, c'est ceux-là qui payent pour le cinéma, qui en général, ils ramènent l'argent, c'est les adolescents qui est de jeune âge, c'est eux autres qui apportent le box-office. On l'a vu avec Indiana Jones que les personnes là, de 40 ans et plus, c'est pas eux autres qui font le box-office, c'est plus la nouvelle génération, puis que quelque part ils doivent rentrer là pour quelque chose, puis pour rentrer pour voir une vieille star qui est les choses de jeunesse là, de leurs parents, ça les intéresse pas. Eux autres, ils veulent voir quelque chose là, qui va dans l'avenir. Puis c'est ça. Fait que je pense que le box-office là, cet été va commencer à re-questionner là, des choses, là, comment que Hollywood va aller là, de l'avant là, avec les futures sorties. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si maintenant vous avez aimé qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com, télécharger qu'est-ce que j'ai à dire sur les autres films de John Carpenter, Invasion Los Angeles, ou L'Effroyable Chose, ou même toute la franchise des Halloween que j'ai fait au tout début du podcast, là, il y a pas loin de 5 ans de tout ça. On s'en va vers les 5 ans du podcast là, dans quelques semaines avec un spécial là, où ce que Christophe là, m'a rejoint. J'ai enregistré le podcast. Là, il reste juste à finir de le produire à temps pour la sortie là, le 6 août, là, le 5 ans du podcast. Fait que d'ici là, n'hésitez pas à laisser là, des commentaires sur Facebook. Puis, dans le fond, là, juste pour un peu aussi là, de rajouter, là, si maintenant vous avez des pensées envers le podcast, que vous voulez envoyer un message vocal sur premier visionnement à commercial@gmail.com, ce matin. Des choses que je pourrais peut-être apporter là, dans le podcast là, du 5 ans, juste des messages. En tout cas, si mettons vous pouvez juste envoyer un courriel ou envoyez-moi un message, quelque chose de même. C'est toujours apprécié, puis ça serait le fun là, dans le fond d'avoir un peu vos pensées là, dans le podcast là, du 5 ans. Puis en même temps, vous pouvez faire tout ça aussi par l'entremise de Facebook ou de Twitter. Dans le fond, vous me trouvez là, sur sur ces réseaux sociaux-là, puis vous me contactez. Si vous avez un message, n'importe quoi, envoyez-le là. Puis dans le fond, là, j'essaie là, de construire quelque chose là, pour les 5 ans. Même si le podcast à la base, il est fait, mais il n'est pas tout fini de produire. Fait que il y a encore de la place là, pour ajouter des choses. Fait que avoir un peu vos pensées, ça serait bien. Ça serait extraordinaire d'avoir ça. Mais sinon, d'ici le temps qu'on éteigne la Terre, vous pouvez toujours m'appeler Mathieu. Have you paid your dues, Jack? Yes, sir. The check is in the mail. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God, I hate rock and roll. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Dude, you're okay. This one, real fucking ugly.
Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Hey, what's wrong, baby? Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. I'm tired of talking to you. I just want to get up to my shack and get drunk. En espérant vous voir au prochain épisode.